Merci à vous d'être venus à l'espace Boucher et d'illuminer cette soirée par votre présence pour une conférence sur le beau. On a commandé le beau temps. Merci à vous. Place à Rita. Donc, merci à vous d'être ici. C'est une grande première. Là. C'est une grande première parce que c'est la première fois que j'expose autant de toiles en une fois, en une exposition. C'est vrai que ça décale un peu, mais c'est ma 8e expo, mais la première fois donc en solo, et puis surtout la première fois que je fais une conférence sur mon métier originel. Puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je ne suis pas artiste. Je fais ça à temps pas perdu, mais à temps créatif. Mais mon vrai métier, c'est de faire du conseil en management. Et donc, j'ai créé une société qui s'appelle Art et Management, et qui fait l'accompagnement au changement par les neurosciences et l'art. Et donc, je voulais vous partager avec vous quelques éléments de neurosciences et l'impact du beau sur le cerveau. Est-ce que l'écho vous dérange? Merci. Donc je ne vais pas revenir sur la définition. Parce qu'il y a plusieurs définitions de zones sémantiques. Par contre, je vais vous parler de l'impact de la relation. Vous m'entendez sans micro? Oui, c'est mieux. On entend, mais c'est moins sympa. Sans micro, moi je veux. Allez, sans micro. Non. J'aime pas les micros tout de suite. Voilà, vous m'entendez? Oui, tu mets ta voix. Ah, je me sens plus à l'aise. Ça va mieux. Mais j'ai le trac quand même. Hein. Donc, je vais vous parler donc, de l'impact du beau sur le cerveau. Et je répondrai à vos questions, je pense à la fin. Je vais essayer de dérouler mon petit topo et puis je prendrai vos questions à la fin. Donc les philosophes classiques ont été quand même les premiers à pressentir l'impact du beau sur les créations et des créations artistiques sur le cours de notre vie, de nos émotions, de notre bien-être et de notre santé. Mais aujourd'hui, ils sont rejoints par les neurosciences et c'est la bonne nouvelle parce qu'en fait, on arrive à prouver de façon scientifique ce qui se passe dans notre cerveau et ce qui se passe, comment la beauté en fait impacte notre cerveau. Est-ce que vous allez bien? Oui. Et ça vous a fait du bien de voir mes toiles? Est-ce que vous savez où ça vous fait du bien? La substance réticulée. Tricheuse. Ben oui, je triche. Est-ce que vous... c'est plutôt une émotion du beau ou un jugement du beau? Une émotion. Bon, quand je passerai au jugement, là je pourrais exposer au Louvre. Alors, Platon disait, le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, la troisième la richesse. Et Hegel disait que la beauté nous fascine parce qu'elle porte du sens. En fait, la beauté nous donne du sens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en perte de sens, on a vécu des années quand même difficiles, assez anxiogènes. Et justement, c'est là où je pense que c'est important de ramener du beau dans notre vie, parce que ça nous redonne du sens et ça nous fait du bien. Donc pour Marc Aurèle, en fait Marc Aurèle est un philosophe aussi qui a développé en fait l'importance du monde intérieur, de la contemplation. Et donc ce qu'il disait, c'est que l'art aurait pu être perçu comme une manifestation de la beauté et de l'ordre dans le monde naturel, ainsi que comme une expression de la capacité humaine à créer et à apprécier la beauté. Il considérait l'art comme un moyen de cultiver la vertu et de trouver la tranquillité d'esprit en contemplant l'harmonie et la perfection manifestée à travers des œuvres artistiques. Alors c'est vrai que le beau, on le trouve d'abord dans la nature, et que la nature en fait est très harmonieuse. Il faut savoir que dans la nature, la règle mathématique principale,
connaissez? Le nombre d'or. Donc les plantes évoluent selon le nombre d'or, les mollusques, le cosmos. Et donc les artistes se sont inspirés en fait de ce qu'ils ont vu dans la nature et construit, que ce soit de l'architecture. Bien sûr, quand je parle d'art, je ne parle pas que de peinture, mais de musique aussi. Et en fait, quand on voit une œuvre qui est disharmonique, quand on voit une sculpture où les jambes sont beaucoup trop grandes par rapport au corps, ça nous dérange et ça nous met mal à l'aise. En fait, la disharmonie met notre cerveau en danger. Et la beauté, en fait, c'est un sens de sécurité pour le cerveau. C'est pour ça qu'on a cette sensation de bien-être et que ça nous fait du bien, ça nous donne du sens. Et quand on est en disharmonie, on n'aime pas ça. Alors pour Einstein, pour lui, de l'art ou de la science, on lui demandait qu'est-ce qui était le plus important pour lui. Et il répondit, pour moi, sans aucun doute, c'est l'art. L'art doit toujours venir en premier lieu, l'art et la sensibilité. Et c'est là où, en fait, moi j'ai travaillé sur le lien entre l'art et le management, donc l'esthétique du management, qu'est-ce qui est beau dans les organisations. Et je me disais, mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser ce que nous inspire l'art, en fait, dans notre vie quotidienne, dans notre travail. Alors c'est vrai que quand on rentre dans un beau lieu, c'est agréable, c'est un lieu qui est esthétiquement un cadre agréable pour les employés, mais c'est aussi le beau dans les relations, des relations fluides, des relations, des personnes qui sont motivées au travail, qui donnent du sens, mais aussi les relations avec les clients, de vraiment comprendre ce dont les clients ont besoin. Et donc cette approche par l'esthétique, c'est vraiment de ramener du beau, mais je l'aborde comme je suis ingénieur, donc j'aborde au travers des processus, donc des processus fluides, avec un pilotage qui donne envie de comprendre qu'on veut arriver à la performance ensemble, parce que ce sont les clients normalement, ce sont les clients qui nous apportent notre salaire, mais malheureusement, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de concurrence, et donc c'est de ramener le beau dans l'organisation, c'est ça, c'est de ramener cette intelligence collective. Dostoïevski également a dit que la beauté sauvera le monde, et ça a été complété par Sergueï Boulgakov, et l'art en est un instrument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de ramener de l'art dans notre vie, nous ferait du bien à tous. Donc aujourd'hui, notre monde est plein d'incertitudes, de complexité. On parle d'un monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Et notre cerveau n'aime pas l'incertitude, ou notre cerveau n'aime pas le changement, parce que ça demande un effort en fait de s'adapter au changement. Et du coup, quand on est dans un monde en plein changement, qu'il soit géopolitique, que ce soit une perte de repères sociaux, qu'il soit sanitaire ou journalistique, en fait, on a besoin de cette beauté pour se sentir bien et pour sentir cette harmonie, ce sens qui nous sécurise en fait. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on a des arts dissonants? Pourquoi de la musique dissonante, de l'art moderne un peu dissonant? En fait, on crée de nouvelles mémoires, parce que notre cerveau réfléchit. Bon, je vais lâcher ça. Notre cerveau réfléchit selon 5 domaines. Quand on prend une décision, on a d'abord la mémoire, enfin les 5 sens, pardon. Donc on capte les informations par nos 5 sens. Ensuite, en même temps, les 5 pétales dont je vous parle, c'est vraiment en même temps. Vous avez la mémoire, et notamment la mémoire émotionnelle, et aussi les biais cognitifs. Ensuite, on a l'évaluation, à quoi on donne de la valeur, qu'est-ce qui est important pour nous, notre système attentionnel, sur quoi on porte notre attention, et ensuite on prend une décision. Et de dire non, c'est de prendre une décision. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est parce que vous aviez envie de venir. Et là-dessus jouent les émotions. Et Antonio Damasio a prouvé qu'il n'y a pas de décision sans émotion. Il faut avoir envie pour faire quelque chose. Même si ça demande un effort dans le présent, par exemple rédiger un examen pour obtenir un diplôme, c'est pas très plaisant, mais on le fait parce qu'on sait que derrière, on a envie d'avoir la possibilité d'utiliser ce diplôme pour aller vers autre chose. Et quand on prépare une offre ou un dossier un peu contraignant, on le fait parce qu'on sait que derrière, il y a la motivation de le faire. Et en fait, on a 3 grandes parties du cerveau, et je simplifie, c'est beaucoup plus complexe, mais on a le cerveau reptilien qui est vraiment le cerveau des fonctions physiologiques, donc que ce soit la digestion et puis toutes les fonctions physiologiques. Ensuite, on a le limbique qui est partagé entre le paléolimbique et le néolimbique,
qui est le centre émotionnel. Hein, c'est là où on produit nos... Il y a 3 parties importantes dans le cerveau. Donc il y a l'hippocampe, l'insula et le nucleus accumbens qui produisent des neurotransmetteurs et qui vous donnent cette sensation émotionnelle. Mais c'est aussi la tour de contrôle de la mémoire. C'est là où on stocke toute notre mémoire. Et donc ces 2 cerveaux, limbique et reptilien, sont automatiques. Et le seul cerveau conscient, c'est le cerveau frontal, le préfrontal, qui lui est conscient et c'est celui qu'on utilise pour s'adapter à des situations nouvelles. C'est celui qu'on utilise pour être créatif. Et quand je dis être créatif, c'est pas uniquement par l'art, mais être créatif pour trouver des solutions à des problèmes récurrents, pour s'adapter à des changements. Et est-ce que vous savez, dans une journée normale, combien de pourcentage vous utilisez le cerveau automatique? 99% du temps, on est en mode automatique. On n'a que 1% de cerveau conscient. Sauf si et puis donc, on peut développer des nouveaux automatismes. Et en fait, pourquoi? Parce que le préfrontal consomme 80% de l'oxygène du cerveau, donc le cerveau va tout faire pour optimiser l'énergie. Donc quand vous avez appris à conduire, vous étiez concentré, il fallait voir comment on passe les vitesses, comment on manipule la voiture, la largeur, et puis maintenant vous arrivez chez vous en mode automatique. En fait, quand on apprend quelque chose de nouveau, on est concentré et ensuite on le bascule dans le limbique pour optimiser. Et c'est pour ça qu'on a des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, bon déjà c'est un terme qui est biaisé parce que c'est normal d'avoir des biais. On appelle ça des raccourcis heuristiques en neurosciences. Et en fait, on a tous des biais cognitifs. On pense que les autres en ont et pas nous, mais le premier biais c'est de croire qu'on n'en a pas. On en a tous et c'est normal. Par contre, il faut être vigilant dans certaines situations. De ne pas juger trop vite, de ne pas croire que justement que moi j'ai pas de biais, que les autres en ont. Donc c'est développer une certaine vigilance. Et le fait de pratiquer la peinture pour mon cas, et je parle pour moi, ça permet de nourrir en fait ce cerveau créatif. Et c'est vrai qu'au départ, on apprend la technique, on a besoin de maîtriser les process, on a besoin de maîtriser les techniques pour aller au-delà de son art. Et vous verrez que dans les peintures, il y a des peintures où je me suis lâchée plus que d'autres. On peut le voir. Et en fait, c'est parce qu'on dépasse son art. Mais un manager ou un collaborateur, c'est pareil. C'est d'abord maîtriser la technique, un pilote de ligne, un pompier. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intuition d'expert, mais on fait appel à notre mémoire de façon très rapide. Et donc, en fait, l'art permet de cultiver le cerveau préfrontal. C'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas. Donc en fait, Pierre Lemarquis a travaillé beaucoup sur les neurosciences et il y a donc 2 types de jugement esthétique. Le jugement esthétique qui passe par la route haute, donc le préfrontal, on réfléchit et on fait appel à ce qu'on connaît en fait de l'esthétique. Et l'émotion esthétique, et vous avez parlé d'émotion tout à l'heure, est ce qu'on appelle la route basse, donc par le limbique. Et là, c'est vraiment nos sens qui captent les informations, donc qu'elles soient visuelles ou qu'elles soient sonores ou même gustative avec l'art culinaire, hein, donc tout ce qui passe par les 5 sens. Et donc le fait d'avoir du plaisir va alimenter notre système de récompense au niveau du système limbique et ça va nous faire du bien, ça va nous faire plaisir. C'est pour ça que quand on écoute une bonne musique, on n'a pas le moral, ça fait du bien. Quand on fait quelque chose qui est plaisant, ça fait du bien au cerveau. Voilà, je voulais aussi peut-être vous parler de certaines de mes peintures et vous expliquer ce qui s'est passé dans mon cerveau. Donc on va pas les déplacer parce qu'on a mis du temps à les accrocher. Mais je vais vous parler de certaines toiles et puis vous pourrez les voir après. Vous avez vu, il y a 2 femmes. Il y a une femme arlequin, je l'ai appelée la femme arlequin, qui est assez vive, avec des couleurs très vives, et puis une femme pastel. Et en fait, elles ont 2 ans d'écart. La femme arlequin, bien sûr, quand on peint, ça a forcément une résonance avec ce que vous vivez dans votre vie. Donc là, c'était des tailles hyper dynamiques, des couleurs très intenses, mais vues de dos, et puis avec une carapace, vous verrez un fil rouge, un fil noir autour, sauf au niveau de l'âme, qui reste connectée. Et puis 2 ans après, la femme, elle est plus douce, elle est en couleur pastel, elle est de face. Et là, on dit, j'ai vraiment changé, quoi. Même si on s'inspire de modèles, on peint forcément ce qui résonne avec nous. Après, vous avez une autre toile, c'est un patchwork de vie. Donc à la base, pareil, c'est des box.
Et bon, moi je suis multibox, multiculturel et multi-compétence, donc on veut toujours me mettre dans un box, mais bon voilà, je reste moi-même. Et donc en fait notre part réelle, notre être véritable, il est plutôt caché, il est entier, donc c'est le bas du tableau, et en haut c'est plus pastel, c'est ce qu'on veut montrer en fait à l'extérieur. On adoucit, on ne montre pas forcément tout. Donc ça voilà, ce sont des clés de décodage. Après si vous avez des questions sur certaines peintures, je peux aussi vous faire un petit tour et puis un petit topo sur ce qui s'est passé dans ma tête. Je ne sais pas si vous avez des questions sur certaines peintures. Alors, la femme Harlequin, pourquoi elle est de dos? Ah, parce qu'elle ne veut pas être de face. Parce qu'elle ne veut pas voir certaines choses, parce qu'elle ne veut pas affronter des choses, ou parce qu'elle ne veut pas se montrer, ou parce qu'elle ne voit pas tout. Elle n'a pas encore conscience de certaines choses qui sont peut-être devant ses yeux et qu'elle ne veut pas voir. Je ne sais pas. Et alors, justement, est-ce que lorsque tu peins, c'est tes émotions qui fonctionnent. Donc, ce que tu as écrit, par exemple, à côté des toiles, c'est des choses que tu as pensées après. Alors, souvent, bon, j'écris beaucoup. Donc, c'est vrai que souvent, j'écris la toile que j'ai peinte me parle après. Elle me dit des choses. Il y a des choses que je découvre après. Par exemple, celle rumination, c'était vraiment, j'étais pas bien, j'étais en colère, donc j'ai posé des couleurs. Et cette peinture, elle était à côté de mon lit pendant des années. Et là, je savais même plus où elle était, je l'ai retrouvée pour l'expo. Et en fait, chaque petit morceau me disait quelque chose de différent. A posteriori, il y a des choses qu'on découvre. Après, oui, on peint avec de l'émotion. Et la dernière expérience date d'hier. C'était hier? Non, c'était hier. Donc hier, j'ai commencé à peindre des jolies roses et tout, puis ça me plaisait pas, j'ai tout effacé. Parce que ça me plaisait pas, quoi. Donc oui, on peint beaucoup avec l'émotion, mais c'est vrai qu'au départ, on est bloqué par la technique. Puis au moment où on maîtrise la technique, là, on arrive à aller au-delà. Des questions sur le cerveau. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous faire un cours de 3 heures. Hein. Je vous invite, alors pas fini, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube quand même. J'ai 45 vidéos sur le cerveau et vous pouvez découvrir différentes choses autour du cerveau parce que c'est... Bon, moi je suis à la base, je suis ingénieur, puis après j'ai fait un master en accompagnement au changement et 4 ans de neurosciences et franchement je vous invite vraiment à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, comment il fonctionne, parce que si vous ne savez pas comment il fonctionne, il y en a d'autres qui le savent. Et les neurosciences, c'est pas pour manipuler comme on croit, mais c'est pour vraiment mieux comprendre les choses de la vie et les interactions. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre de l'expo, donc il y a le prix des toiles, comment il est décidé. D'abord, il y a 15% pour Arthosphère, pour contribuer à cette maison d'artistes qui m'accueille. Et j'ai mis un tarif de moins 20% pour l'expo. Et en plus, j'ai une surprise pour vous, puisque j'offrirai une session de coaching, une session, pas un parcours, une session, à la plus belle vente. Alors qu'est-ce que ça veut dire belle? C'est subjectif, c'est moi qui jugerai. C'est pas forcément la plus chère en termes d'argent, mais la plus belle. Peut-être que ça sera celle qui sera la plus émotionnelle ou la plus qui me touchera le plus. Mais voilà, j'offrirai donc une session de coaching. Et je tiens à vos dispositions le texte que j'ai préparé très assidûment, que je n'ai pas du tout suivi. Et avec la bibliographie qui va avec pour ceux qui veulent en savoir plus. Et je fais des stages également, donc vous avez une fiche sur le stage que je fais fin juin sur le cerveau pacifique. Je fais des formations, je fais différentes choses, en plus de mon côté artiste. Et donc le but c'est vraiment de remettre du beau dans les organisations, dans votre vie. Et je vous invite tous à voir de quelle manière vous amenez du beau dans votre vie pour être plus en paix dans un monde qui est plein d'incertitudes. Mais en fait c'est comme la mer, hein. On ne peut pas se mettre devant les vagues et dire stop les vagues, mais de surfer sur les vagues, d'arrêter de nager à contre-courant, et quand vous êtes fatigué, vous faites la planche, mais sinon vous prenez la vague et puis vous surfez sur la vague. Et voilà.
Je vais partager avec vous. Pas de questions. Des questions, des interrogations? Technique d'huile, mais pas d'autres. Alors j'ai commencé par la photo. En fait, mon père avait un labo, donc depuis gamine, je développais. Après, bon, je me suis mise à la photo, j'ai développé aussi. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit peint. J'ai dit mais n'importe quoi, moi je sais pas dessiner. Et je me suis mise à l'aquarelle. Donc je suis passée par l'aquarelle. Et puis un jour, ma prof m'a dit mais tu peux faire de l'huile. Je dis bah non, c'est pour les pros. En fait, on se met des barrières, quoi. Et donc, je peins à l'huile depuis 99, mais depuis 7 ans avec Patricia qui est là, de façon très régulière. Je sanctifie une demi-journée par semaine, du mieux que je peux, quand je suis ici, quand je suis pas en déplacement. Donc, Patricia sait que mon agenda est un peu bizarroïde. Et voilà, j'écris aussi. Donc, les textes sont de moi. Pas de questions sur le cerveau. Ça va. C'est clair. Quel a été le déclic qui vous permet d'exposer? Le déclic, c'était... Alors, très bonne question, parce que c'est la seule toile qui n'est pas dans la dynamique abstraite, c'est le passage en Égypte. J'étais en mars avec Yadranka qui présente, qui est venue de Majorque. On a vécu une semaine fantastique et j'ai dit en fait les artistes sont très rigides, beaucoup plus que les gens dans les entreprises. Je dis ouais mais tu as plusieurs styles, il faut pas dire que tu as une boîte, il faut dire que tu es que artiste. Et les gens dans le management disaient oui il faut pas que tu dises que tu es artiste, c'est pas sérieux. Et donc là, cette année, j'ai décidé d'être moi, de m'afficher, de mettre plus en avant mes œuvres. Et donc j'expose là, j'ai fait un peu la tournée des galeries, puis Ali m'a accueilli. J'expose le 1er juin sur la place de Moinsartou et peut-être le 14 juillet à Tourette, je ne suis pas sûre encore. Et donc le but c'est vraiment aussi, d'où cette conférence aussi, c'est de montrer ce lien entre l'art et le management. Et d'être plus, de montrer que c'est moi, quoi, c'est ma façon d'approcher les choses, que ça plaise ou non. Je vous invite à découvrir les œuvres. Alors, il y a à manger, il y a à boire. Donc la contribution pour un concert avec les tarifs. Je suis à votre disposition pour vous expliquer les œuvres. Vous avez des questions. Et profiter de cette belle soirée de lumière, puisqu'on a commandé le beau pour cette expo. Pour les 3 jours. Après l'expo, il va repleuvoir. Mais la pluie, c'est beau aussi. Merci, Axel.